One small step for man, one giant leap for mankind. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission La tête dans les étoiles. Alors jusqu'à présent, c'est vrai, je vous ai surtout emmené en orbite autour de la Terre, mais pas très très haut, vers 350-400 km d'altitude. Alors aujourd'hui, je vous propose de vous emmener beaucoup plus haut, carrément à 36 000 km d'altitude, là où on trouve les satellites qu'on appelle les orbites géostationnaires. C'est-à-dire à 36 000 km d'altitude, là où se trouvent les satellites qu'on dit en orbite géostationnaire. Alors vous savez qu'une navette spatiale ou un satellite qui se trouve en orbite basse, à environ 400 km d'altitude, tourne à la vitesse de 28 000 km à l'heure autour de la Terre. Ça veut dire que les astronautes voient se lever et se coucher le Soleil 16 fois par jour. En effet, ils font un tour de la Terre en 1 heure et demie. 8 km par seconde, c'est-à-dire on fait ça, vous avez parcouru 8 km. Alors forcément, plus on va haut, plus on monte en altitude, plus on va mettre de temps à tourner autour de la Terre. Et lorsque vous allez vous trouver à 36 000 km d'altitude, eh bien vous allez mettre exactement 24 heures pour tourner autour de la Terre. Qu'est-ce que la Terre, elle, fait pendant ce temps-là? Eh bien, elle tourne sur elle-même. Donc le satellite en orbite géostationnaire se trouve toujours au-dessus du même point par rapport à la Terre, alors qu'il tourne autour de la Terre et alors que la Terre tourne sur elle-même. Pour faire simple, imaginez la tête, ma tête ici, c'est la Terre, mon nez, c'est un point, par exemple, sur l'équateur, mon satellite est à 36 000 km d'altitude et ça tourne exactement comme ceci. Remarquez, mes doigts sont toujours au-dessous de mon nez. Alors on se trouve ici devant un immense satellite, c'est Intelsat, mais il existe des satellites de toutes les tailles. Il y en a de la taille d'une machine à lessiver, il y en a de la taille d'un autobus, c'est énorme. Mais de toute manière, on a besoin toujours de deux choses pour faire fonctionner un satellite. On a bien sûr besoin des panneaux solaires. Oh, parfois ils sont sur la même structure, sur la structure même plutôt du satellite. Parfois on déploie des panneaux solaires, on en a besoin donc évidemment pour emmagasiner la lumière du soleil et la restituer en électricité. Alors quand le satellite se trouve dans l'ombre de la Terre par rapport au Soleil, eh bien, il accumule son énergie sur des batteries qui la restituent pendant ces périodes d'obscurité. Mais il y a des satellites tout petits, il y a des satellites énormes. Celui-ci c'est un très grand, ce n'est pas un vrai évidemment, le vrai il est dans l'espace. Ceci c'est une maquette. Mais tous les satellites sont tous composés de deux parties, je disais. La partie qu'on appelle bus et la partie qu'on appelle payload. La partie bus, eh bien, c'est la structure du satellite, la boîte, tout ce qui le fait fonctionner. Ça, c'est commun à tous les satellites. Et puis la partie payload, eh bien, c'est le client du satellite. Un exemple en France, France Télécom est un client du satellite. Il utilise le satellite. J'ai maintenant une question. Qu'est-ce que c'est qu'un satellite? Un satellite, c'est un engin spatial qui tourne autour de la Terre, en orbite autour de la Terre. Un objet qui tourne autour d'une autre planète, la Lune, Mars, Jupiter, ce n'est plus un satellite, on appelle ça une sonde. Donc la Terre a deux sortes de satellites, des satellites artificiels, des objets spatiaux qui tournent autour de la Terre, mais vous avez aussi un satellite naturel, notre Lune bien sûr. Alors à quoi servent les satellites? C'est intéressant d'aller au-delà de l'atmosphère de la Terre, justement pour prendre du recul et mieux voir la Terre, bien sûr. Ça sert aussi à observer l'univers, le Hubble Space Telescope par exemple. Mais les satellites peuvent aussi servir aux télécommunications, à l'observation de la Terre. Imaginez que vous téléphonez par exemple aux États-Unis, votre satellite qui tourne autour de la Terre ne peut pas assurer la liaison téléphonique tout le temps. Donc il faut d'autres satellites pour prendre le relais. C'est aussi pour ça qu'on va placer des satellites en orbite géostationnaire, à 36 000 km d'altitude, là où le satellite est toujours au-dessus du même point par rapport à la Terre, pour ne pas interrompre les liaisons. Alors le satellite en orbite géostationnaire probablement le plus connu, c'est celui-là, c'est Météosat. C'est celui qui vous donne les images de météo aux informations le soir au journal télévisé. Alors nous avons parlé tout à l'heure de la différence entre un satellite et une sonde. Rappelez-vous, la sonde, elle, part à la découverte de l'univers, elle est dans l'espace. Voici un exemple de sonde, c'est la sonde Giotto qui en 1986 est passée à travers de la queue de la comète de Halley. Alors le lanceur le plus connu en Europe pour envoyer des satellites dans l'espace, c'est bien sûr la fusée Ariane, dont un exemplaire se trouve derrière moi, une maquette bien sûr à un dixième. C'est la fusée Ariane 5, capable de lancer des satellites de 19 tonnes en orbite autour de la Terre. Alors il est intéressant de savoir, c'est où va-t-on construire ces satellites, ce qu'on appelle intégrer un satellite.
Alors il y a des anecdotes célèbres. Imaginez qu'on envoie un satellite dans l'espace, très très haut, 36 000 km d'altitude. Les techniciens dans la salle de contrôle se préparent à la première utilisation. Et qu'est-ce qu'on remarque? Que le satellite est inutilisable parce que par exemple il y a une empreinte de doigt en plein milieu d'un objectif de la caméra. Donc là, il y a eu une erreur qui a été commise par un technicien. Donc on va construire et intégrer le satellite dans une salle qui est à l'abri total de la poussière. Venez, nous en avons une à l'Eurospace Center, c'est ce qu'on appelle la salle blanche. Venez, suivez-moi, on va mettre la tenue et on va y aller. Bienvenue dans ce qu'on appelle une salle blanche. Alors on sait que les poussières sont évidemment apportées par les courants d'air. Si j'ouvre la porte d'une pièce, eh bien, il y a un échange d'air qui se fait entre les deux pièces. Donc on va construire le satellite dans une chambre, une salle blanche, dans laquelle on va créer une légère surpression. Ainsi, ce n'est plus l'air qui va rentrer dans la pièce, mais c'est plutôt l'air qui va en sortir et ça empêchera donc les poussières de rentrer et d'abîmer un satellite. On sait aussi que les poussières sont amenées par les techniciens qui travaillent, donc principalement dans les vêtements, dans les chaussures et aussi très important dans les cheveux. On va donc protéger tout ça. On va revêtir donc un tablier blanc spécial pour pouvoir se protéger surtout le satellite. Voilà. Ensuite, on va mettre ce qu'on appelle une charlotte. C'est un petit bonnet pour emprisonner les cheveux, comme ceci. Et on va placer également des overshoes par au-dessus de ces chaussures pour empêcher toutes les poussières amenées par les souliers de rentrer dans la salle blanche. Voilà, vous êtes prêts? Allez, suivez-moi. Et nous voici donc dans le sein des saints, avec un satellite qu'il nous reste à intégrer. Alors il y a 3 équipes de techniciens qui se partagent le travail sur le montage d'un satellite. Il y a les gens qui vont être spécialisés dans la partie bus, je vous en parlais tout à l'heure, d'autres dans la partie payload, et il y a un troisième équipage, donc pourquoi pas, on peut le dire comme ça, une troisième équipe qui va s'appeler Quality et qui va vérifier le travail des autres, si les éléments sont bien placés au bon endroit dans le satellite et surtout s'ils sont bien connectés entre eux. C'est ça qui est très intéressant. Un satellite, c'est un travail d'équipe. C'est un élément fédérateur, dirons-nous. S'il y a un technicien qui se trompe, eh bien tous les autres sont censés porter la responsabilité et découvrir l'erreur du technicien. C'est donc une responsabilité collective et non pas la responsabilité d'un seul technicien. Alors, le satellite est divisé en plusieurs faces. Nous avons ici la face qu'on appelle plus X, c'est la face qui tourne dans le sens de l'orbite autour de la Terre. Forcément, de l'autre côté, la face s'appelle moins X. Vous avez la face plus Z, c'est celle qui est tournée vers le haut. La face moins Z, c'est celle qui est tournée vers le bas. Et puis vous avez également la face qui est tournée vers la Terre. Ça dépend de l'orientation du satellite. Et cette face, on l'appelle plus Y ou moins Y. Alors vous remarquez aussi que les satellites sont recouverts d'une espèce de protection en aluminium. En fait, ça s'appelle du mylar. Ben oui, dans l'espace, il fait à la fois très très chaud et à la fois très très froid. Si vous regardez le soleil, vous allez chauffer à 250 degrés pendant que votre dos gèle à moins 150 degrés. Donc il faut une régulation thermique tout autour de ça pour protéger évidemment les systèmes électroniques à bord du satellite. Mais c'est le même cas à bord des navettes spatiales, à bord des stations spatiales. Il faut protéger les astronautes et que la température soit acceptable à l'intérieur. Donc quand le satellite est à l'opposé de la Terre, dans l'ombre de la Terre, eh bien il a très très froid. Quand il est dans le soleil, il a le contraire, il a très très chaud. Donc on va le protéger d'une structure, d'une pellicule qu'on appelle du mylar, ici dans ce cas-ci qui est doré. C'est un peu le mylar que vous pouvez avoir dans votre voiture si vous faites un accident pour protéger les enfants ou vous-même dans le froid, par exemple, si vous êtes en état de choc ou des choses comme ça. C'est la même protection. Alors il y a également un moteur, bien sûr, au satellite. Ici, dans ce cas-ci, c'est un tout gros, bien sûr. Souvent, il y en a plusieurs, il n'y en a pas qu'un. Des petits moteurs d'attitude qui fonctionnent avec un gaz particulier qu'on appelle de l'hydrazine. Alors ça coûte très cher, évidemment, d'emmener un satellite là-haut. Et l'ennemi public numéro 1 d'un satellite, c'est bien sûr le poids. Donc plus on met de carburant, plus ça va coûter cher. Alors il y a un autre truc pour faire pivoter le satellite sur lui-même, pour économiser du carburant. On ne va pas utiliser du carburant, on va utiliser des roues qui tournent, ce qu'on appelle des gyroscopes. Alors regardez, nous en avons un ici de gyroscope. Voilà, c'est une roue qui tourne à très très haute vitesse, très très grande vitesse, et on peut faire varier sa vitesse.
Donc on peut la faire tourner très vite et la faire tourner moins vite. Et grâce au principe de l'action et de la réaction, rappelez-vous, si vous avez été à l'école, la troisième loi de Newton, à toute action correspond une réaction. Si vous faites tourner très très vite un gyroscope, vous ralentissez les deux autres, parce qu'il y en a 3 en fait de gyroscopes à bord d'un satellite, eh bien vous pouvez faire pivoter le satellite sur lui-même, rien qu'en faisant varier la vitesse de rotation d'un gyroscope. Alors le satellite que nous avons vu tout à l'heure, Intelsat, là, le grand satellite dans le hall d'entraînement, ses panneaux solaires se trouvaient sur sa structure. Ici c'est le contraire, on déploie des panneaux solaires qui s'accrochent de chaque côté ainsi du satellite. Alors bien sûr, les panneaux solaires peuvent pivoter et sont toujours, bien entendu, orientés vers le Soleil. Le satellite bouge, la Terre tourne, tout bouge dans l'espace. Et le Soleil, lui, évidemment, il faut pouvoir le suivre. Et les panneaux solaires s'orientent vers la lumière du Soleil pour se fournir en électricité. Alors il est arrivé, bien sûr, dans l'histoire des vols de la navette spatiale, que des astronautes partent dans l'espace pour réparer un satellite. Alors bien sûr pas à 36 000 km d'altitude, c'est beaucoup trop haut. Une navette spatiale ne peut pas monter aussi haut, mais elle est quand même montée jusqu'à 600 km d'altitude, rejoindre un télescope archi célèbre que vous connaissez tous, c'est le Hubble Space Telescope, qui est à 600 km d'altitude, avec ses grands panneaux solaires. Et là, les astronautes, pendant plusieurs jours, l'ont placé dans la soute de la navette spatiale pour pouvoir le réparer. Alors il y a bien sûr des trappes, il faut aller réparer du matériel à l'intérieur du satellite, on peut réparer les panneaux solaires, on les ramène sur Terre, on remplace des gyroscopes, bref il y a toute une maintenance à faire. Alors maintenant ce n'est plus possible puisque la navette spatiale ne vole plus, mais ça n'empêche pas bien sûr notre brave Hubble Space Telescope de continuer à prendre de merveilleuses photos de l'univers. Allez, à dans 15 jours pour un autre voyage la tête dans les étoiles. That's one small step for man, one giant leap for man.